Je suis très contente d'être ici parmi vous, on va dire comme ça. Donc, je suis la docteure Claudine Mangen, je suis professeure RBC en organisation responsable à l'Université Concordia et je fais beaucoup de recherches en gouvernance d'entreprise. Notamment, j'ai un grand projet sur les inégalités de genre dans les organisations au Canada, notamment au niveau du leadership. Et donc, je vais parler d'une question aujourd'hui que je pensais très importante quand on parle des inégalités de genre. Et cette question est la suivante. Est-ce que les structures sont faites pour les femmes aussi? Parce que très souvent, on parle de tout ce que les femmes peuvent faire pour arriver en haut, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question de ce qui est autour. Je pense qu'on on connaît tous le concept de lean in, ce qui est très bien, mais il faut aller plus loin que ça. Et donc, je vais parler du aller plus loin des structures aujourd'hui. Donc, pour un peu donner du contexte, je vais commencer par parler de ce qu'on connaît sur les inégalités. Donc, au niveau des hiérarchies, si on regarde les hiérarchies professionnelles au Canada, on voit qu'au senior management, on a 2/3 des personnes sont des hommes. Maintenant, si on monte d'un cran, on va aller au comité exécutif. Là, on a 90% d'hommes. Et au niveau des CEO, c'est 97% d'hommes. Et j'ai choisi les couleurs pour faciliter la compréhension. Donc, je vais moi-même tomber dans des stéréotypes. Le rose, c'est pour les femmes, le bleu pour les hommes. Et je fais ça juste pour faciliter les choses. On connaît tous les couleurs. Tous qui ont des enfants savent que les filles vont adorer le rose. Donc, je vais aller avec ça. Donc, maintenant, si on regarde dans les domaines de la science, technologie, génie et mathématiques, on retrouve les mêmes différences. Donc, si on regarde les diplômés STGM qui sont dans un poste de direction, on voit que c'est le cas pour 2,1% des femmes diplômées et 2 fois plus d'hommes, donc 4,1% des hommes diplômés qui sont dans un poste de cadre. Et ce qui est intéressant et pertinent pour nous aussi, c'est si on se tourne vers les espaces privés. Donc, le travail qu'on fait à la maison, le travail impayé, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison, le ménage, tout ça. Donc, tout ça, c'est inclus dans le travail impayé à la maison. On regarde les heures par jour de travail à la maison. Les femmes font à peu près 50% plus que les hommes. Donc, les hommes vont faire à peu près 3 heures par jour de travail à la maison au Canada et les femmes, c'est à peu près 4h30. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui pour comprendre ces différences-là, c'est de regarder les différences du point de vue des structures. Et je vais toucher à 2 éléments importants des structures. D'un côté, il y a les systèmes. Donc, il y a les systèmes au niveau de la société, comme par exemple les familles, les écoles, les garderies, tout ça, ça fait partie des systèmes. Après aussi, on a les systèmes au niveau des organisations. Donc, on a les systèmes de recrutement, d'évaluation de performance et de promotion. On a les systèmes au niveau des États. Donc là, j'ai en esprit les congés parentaux, maternels, paternels, les systèmes de garderie et aussi les écoles. Et après, un deuxième élément très important, ce sont les stéréotypes. Et pour nous, aujourd'hui, il y a 2 stéréotypes qui sont très pertinents. C'est les stéréotypes de genre. Ceci inclut les stéréotypes pour les hommes et pour les femmes. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce qu'un homme fait, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'une femme fait, qu'est-ce qu'elle doit faire. Après, il y a les stéréotypes de leader. Donc là, on se pose la question, c'est quoi un leader, qu'est-ce qu'un leader fait, qu'est-ce qu'un leader doit faire. Et donc, je vais parler de ces structures-là, des systèmes et des stéréotypes en adoptant une perspective des étapes de la vie. Et je prends surtout la vie d'une femme. Donc, si on regarde les étapes de vie, et aussi ici, je vais procéder de façon assez linéaire. On sait dans la vraie vie, les étapes de vie ne sont pas linéaires. Très souvent, c'est compliqué. Mais pour faciliter l'exposition, je vais procéder de façon linéaire. Donc, j'ai commencé par le début. Entre 20 et 30 ans, on finit les études. On a un premier travail payé. Après, entre 30 et 50 ans, grosso modo, c'est là où on voit les obligations familiales. Si on veut des enfants, c'est là, en général, où on a les enfants. Et en même temps, on grimpe au travail. Donc, on monte les échelons de l'hiérarchie. Et à partir de 50 ans, c'est là où on voit le plus de personnes accéder au leadership. Donc, j'utilise cette grille de lecture-là
pour comprendre quelles sont les structures qui sont impliquées dans chacune des 3 étapes. Donc, je vais y aller étape par étape. Donc, tout au départ, entre 20 et 30 ans, quand on commence la vie professionnelle, donc là, on est situé dans des systèmes. Tout d'abord, il y a les études. On finit les études. Pendant tout ce temps-là, on est situé dans un milieu culturel, familial et scolaire assez précis. Et ces milieux-là contribuent aux filières qu'on choisit. Après, quand on cherche un travail, donc lors de notre première embauche, de nouveau, on va rencontrer un système. C'est un système un peu différent, mais n'empêche, c'est un système. Donc, on a là un système de recrutement. Ce système-là inclut beaucoup d'éléments, notamment les annonces de poste, les réseaux de recrutement et aussi les entrevues qu'on va passer. Et tout ça va déboucher sur notre premier emploi. Et ces systèmes-là peuvent être plus ou moins ouverts à des individus différents. Par exemple, on a très souvent des annonces de recrutement qui vont mettre l'emphase sur des caractéristiques qu'on va considérer masculines. C'est des annonces qui vont parler de compétitivité, qui vont parler d'ambition, et souvent les femmes ne s'identifient pas nécessairement à une telle description. Donc tout ça pour vous dire que les systèmes peuvent ne pas être inclusifs et ça peut causer problème. Donc après, en plus des systèmes, bien sûr, on a les stéréotypes. Et ce qu'on rencontre comme stéréotypes, c'est des stéréotypes très différents pour les hommes et les femmes. Donc les femmes, très souvent, sont vues comme aidantes, bienfaisantes, soignantes, gentilles et prenant soin d'autrui. Donc typiquement, les femmes vont être vues comme ce qu'on appelle en anglais le caregiver, c'est-à-dire la maman qui s'occupe des enfants plus que le papa. Parce que le caregiving, le prendre soin, c'est associé aux femmes. On a aussi des stéréotypes pour les hommes qui sont cependant très différents. Donc, les hommes vont être vus comme compétitifs, rationnels, contrôlants, confiants, s'affirmant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces caractéristiques-là décrivent aussi souvent les leaders. Donc, vous allez avoir une intersection entre les caractéristiques qui décrivent les hommes et les caractéristiques qui décrivent les leaders. Ça veut dire aussi que les caractéristiques qui décrivent les leaders ne sont typiquement pas associées aux femmes. Et ça cause problème parce que ça va influencer des biais inconscients qu'on a. Donc, si on regarde un peu plus loin au niveau des stéréotypes, ce que ça implique au concret dans la vie professionnelle, c'est qu'on va très souvent attendre que ce soit une maman qui s'occupe d'un enfant plutôt que le papa. Et on voit des répercussions très concrètes au niveau des emplois. Par exemple, j'ai parlé à une jeune femme qui était en train d'essayer de changer d'emploi. Donc, elle passait des entrevues et elle était très inquiète par le fait que de l'autre côté, on allait se poser la question si elle allait avoir des enfants. Et donc, elle me disait ça, elle me disait, mais ils vont tous se poser la question, vas-tu avoir un enfant? Et elle m'expliquait aussi que ce ne serait pas pareil si elle était un homme. Parce qu'elle a dit, ce n'est pas une question. S'il a des enfants, c'est sa blonde qui va s'en occuper. Donc ça reflète un peu en pratique ce que va faire les stéréotypes. Les stéréotypes vont juste avoir la conséquence qu'on va s'attendre, même au moment du recrutement, à ce qu'une femme va s'occuper des enfants et va pouvoir avoir des enfants. Donc, quelle est la conséquence de tout ça? Des stéréotypes et des structures aussi, et des systèmes de recrutement, c'est que ces deux éléments-là vont défavoriser les femmes au moment du recrutement dans la filiale STGM. Et on voit ça, par exemple, si on demande à des employés s'ils pensent que les femmes font face à des discriminations pendant le recrutement. 48% des femmes vont dire oui, nous faisons face à des discriminations pendant le recrutement et la promotion. Par contre, seulement 29% des hommes vont affirmer cela. Donc, c'est un souci. Maintenant, si on passe à la prochaine étape, donc on n'est plus à l'étape du début, disons on est à l'étape du milieu, entre 30 et 50 ans. Donc là, on est dans la réconciliation famille et travail. On est aussi en même temps dans la montée professionnelle. Donc, c'est le moment où les gens veulent aussi avancer dans leur profession.
il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc ici aussi, on va voir des stéréotypes. Notamment, on va voir des stéréotypes qui vont avoir une influence aux tâches et aux rôles qu'on va donner aux gens selon leur sexe. Donc ici, j'ai parlé à une femme qui était très haut placée et elle m'a parlé de son expérience qu'elle a vue. Notamment, elle a vu des moments pendant sa carrière où on allait dire que quelqu'un n'allait pas être assigné à un rôle parce qu'elle pourrait avoir des enfants. Donc, ce qu'elle a dit concrètement, c'est la question qu'on posait souvent, c'est est-ce que nous allons considérer lui donner une promotion car elle vient de se marier et elle va probablement vouloir des enfants. Donc, ça peut être un frein aux promotions, c'est ce genre de stéréotypes. Maintenant, les stéréotypes peuvent aller plus loin. Ici, on va parler de ce qu'on appelle la pénalité de la maternité. Donc, même pour des femmes qui sont des mamans et qui ont fait la preuve de leur engagement, donc qui sont dédiées à leur travail et qui ont fait la preuve de leurs compétences, on va les juger moins chaleureuses, moins sympathiques et plus hostiles que d'autres femmes qui ne sont pas mères. Donc, quelque part, c'est une double pénalité de la maternité. Une fois en anticipation et une fois quand on est maman. Maintenant, au-delà des stéréotypes, on a de nouveau les systèmes d'évaluation de performance et de promotion. Et ici, quelque chose qui est très important, c'est le présentéisme. C'est quoi ce présentéisme? En fait, c'est des systèmes qui vont récompenser une présence presque permanente et sans limite au travail. Que ce soit sous forme de courriel auquel on est censé tout de suite répondre tout de suite, une disponibilité à chaque heure de la journée pendant les fins de semaine pour le travail, c'est ça le présentéisme. Et le présentéisme, bien sûr, quelque part présume qu'on peut faire ça, qu'on n'a pas d'autres obligations, et ceci n'est pas le cas, surtout pour les personnes qui font le plus gros du travail à la maison. Donc ça les pénalise. Mais ça va même plus loin que ça, dans la mesure où très souvent, on n'a pas nécessairement l'opportunité d'être présente. Je vais vous donner un exemple. On connaît très bien les boys clubs. Donc, c'est des clubs où sont surtout des hommes, et clubs entendu au sens très large. Par exemple, il y a une femme à qui j'ai parlé qui m'a parlé d'une conférence à laquelle elle n'était pas invitée, alors que c'était une conférence pour laquelle elle était très pertinente et qui était très pertinente pour elle. Elle me disait, il y avait une conférence, il ne m'avait pas invitée, alors que j'étais présidente de l'organisation qui nous regroupait tous. Donc, c'est un événement où, à la base, elle n'aurait pas pu être présente. Elle a dû faire des démarches pour se faire inviter, mais ce n'était pas automatique. Donc, on a aussi entre 30 et 50 ans, de nouveau, les stéréotypes et les systèmes qui interviennent et qui ont des conséquences. Ils rendent la réconciliation de la famille et du travail difficile. Donc, si on regarde dans le milieu STGM, on a 40% des femmes qui vont dire que la réconciliation famille-travail, elle est difficile, versus 28% des hommes. Mais ça va plus loin que ça. Une autre conséquence, c'est que la montée professionnelle peut être limitée. Donc, si on regarde les gens qui ont été court-circuités pour une promotion, c'est 9% des femmes qui ont vécu cette expérience-là, versus 4% des hommes. Donc, ça arrive plus souvent aux femmes qu'aux hommes. Maintenant, je vais parler de la dernière étape, c'est l'étape du leadership. Et on rencontre de nouveau les stéréotypes et les systèmes. Donc, en termes de stéréotypes, vous vous rappelez que j'ai parlé tout à l'heure du fait que la façon dont on caractérise les hommes intersectionne beaucoup avec la façon dont on caractérise les leaders. Et on voit ça dans le vécu des femmes. Notamment, j'ai parlé à une professionnelle qui m'expliquait, donc elle était leader. Elle me disait, les hommes ont des comportements de leader que d'autres hommes reconnaissent et valorisent. Les femmes se comportent un peu différemment et pendant longtemps, elles n'ont pas été valorisées autant. Ces différences-là peuvent être perçues comme des lacunes. En même temps, on a aussi les systèmes de recrutement et de promotion pour le leadership. Et là, ce qui est très intéressant, c'est les compétences qu'on va rechercher. Donc, si on regarde le recrutement pour les conseils d'administration, très souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut avoir des compétences en tant que senior executive, c'est-à-dire il faut qu'on ait été membre du comité exécutif. Mais on sait qu'il y a très peu de femmes dans les comités exécutifs. À peu près 10% des personnes au Canada qui sont dans les comités exécutifs sont des femmes.
Et donc, j'ai parlé à une femme qui m'a expliqué que tout ça, c'est problématique. Hein. Elle m'a raconté son expérience de recrutement pour les conseils d'administration et me disait qu'on ne va jamais dire qu'on ne veut pas la diversité. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que voilà les spécifications dont nous pensons avoir besoin en termes de compétences sur notre CA. Et on va essayer de trouver les gens qui vont remplir ces spécifications-là, donc qui vont avoir ces compétences-là. Donc, si les spécifications disent que voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui a 20 ans d'expérience en tant que membre d'un comité exécutif, je vais surtout tomber sur des hommes. Et donc, elle pose les questions, en fait, quel est le bon mix des compétences? Est-ce qu'il faut vraiment avoir une compétence en tant que membre d'un comité exécutif? Parce que ça limite beaucoup les choix. Donc, de nouveau, on a des stéréotypes et des systèmes et on voit à quoi ça contribue. On a très peu de femmes dans les conseils d'administration au Canada, à peu près 17% versus 83% d'hommes. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'impact de la pandémie. De nouveau, en réfléchissant aux stéréotypes et aux systèmes. Et on sait que pendant la pandémie, beaucoup d'entreprises comme la vôtre ont été forcées de se tourner vers le télétravail. Donc, les entreprises ont mis en place des systèmes et des procédures pour permettre le télétravail. Et on a tous pris nos habitudes tellement que maintenant, 80% des employés aimeraient travailler au moins la moitié du temps à la maison. Donc, les gens seraient heureux de continuer. Maintenant, qu'est-ce que ça implique pour les inégalités? C'est ça qui est intéressant pour nous. En termes de stéréotypes, l'impact peut être mitigé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, d'un côté, on sait que les femmes ont fait historiquement beaucoup plus de travail à temps partiel que les hommes. À peu près 50% de femmes avant la pandémie versus 30% des hommes. Une raison importante, c'est que ça leur offrait la flexibilité pour s'occuper des travaux à la maison, des enfants, du ménage, etc. Maintenant, avec le télétravail, on a davantage de flexibilité. Donc, c'est très possible qu'il y a plus de femmes qui vont pouvoir travailler à temps plein, ce qui serait une bonne chose. Hein. Mais il y a un revers à cette médaille-là, parce que les femmes font effectivement plus de travail à la maison, elles risquent d'avoir une moindre productivité pendant tout ce télétravail. Et on sait notamment que 20% des employés qui ont déclaré une moindre productivité en télétravail sont des gens qui ont dû faire du caregiving pour des enfants. Donc, ça, c'est un peu le revers de la médaille pour les stéréotypes. Après, si on regarde du côté des systèmes, le télétravail peut aussi être problématique parce que traditionnellement, le télétravail, il est perçu comme, il est stigmatisé, comme accommodant les employés ayant besoin de flexibilité. C'est incompatible notamment avec le présentéisme quand on est en télétravail. Cela réduit les possibilités de réseautage. Donc, une possible conséquence, c'est qu'en fait, on va se retrouver avec un système à deux vitesses. Donc, d'un côté, on a les hommes qui vont aller au bureau en présentiel, et d'un autre côté, les femmes, parce que le télétravail offre de la flexibilité, vont opter pour le télétravail. Et on aura donc deux systèmes en parallèle, mais vu les problèmes qu'on a en termes de présentéisme pour les promotions, cela risque de rendre les promotions plus difficiles pour les femmes. Donc, pour finir avec les recommandations, donc je fais deux sortes de recommandations en termes de système pour les systèmes et les stéréotypes. Et puisqu'on parle de structure, là, c'est très difficile de changer des structures. Donc, il faut y aller à plusieurs niveaux. Donc, au niveau des entreprises, il faut que les entreprises passent régulièrement en revue leur système de recrutement, d'évaluation de performance et de promotion, et aussi leurs pratiques de travail et de télétravail, tout en tenant compte des stéréotypes qui peuvent être intégrés dans tous ces systèmes et pratiques-là. Donc, ça, c'est très important. Après, les systèmes sont conçus, mis en œuvre et révisés souvent par des individus. Et les femmes, tout comme les hommes, on est affecté par les stéréotypes, on a des biais inconscients. Donc, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas assujetti à ça. Tout le monde est assujetti à ça, on le sait. Et donc, il faut qu'on soit très attentif quand on met en œuvre et révise des systèmes et des pratiques, qu'on fasse très attention aux stéréotypes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les stéréotypes? Les entreprises, une chose qu'elles peuvent faire, c'est d'essayer de cerner les besoins et les défis de leurs employés en communiquant avec eux. Donc ça peut se faire par des sondages anonymes pour encourager les gens à être sincères et authentiques, et aussi via des communications plus directes.
Après, au niveau des individus, je pense qu'il est important, c'est de remettre en question, de se remettre en question soi-même, se poser la question, est-ce que moi, quelque part, je suis affectée par ces stéréotypes, comment ça peut se manifester? Et aussi remettre en question les autres dans la mesure où on se sent confortable, bien sûr aussi dans la mesure où on est dans peut-être une position hiérarchique où c'est plus ou moins facile. Donc remettre en question les idées reçues et les stéréotypes, et puis aussi en famille discuter des besoins et des défis de chacun et peut-être penser à changer la répartition des rôles. Donc ça finit ma présentation. Après, pour plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter. Sinon, on a aussi à Concordia, on est à l'école de gestion John Moxon, où on a un centre exécutif qui propose des cours pour les exécutifs, notamment des cours sur la littératie financière et d'autres cours. Et on a aussi un tout nouveau centre pour les femmes, l'entrepreneurship et le leadership. Merci beaucoup.